Alaikum. Bonjour tout le monde. Merci à tous nos frères, nos sœurs, nos amis qui sont venus être présents avec nous en cette occasion de souvenir, de commémoration, de mémoire des événements d'octobre 1961 qui, comme vous le savez, se sont déroulés à Paris. Et donc, on dit octobre parce que c'est pas que le 17 qu'il y a eu des victimes ou des exactions. C'était à partir du 17 et pendant plusieurs jours. Je tiens d'abord à vous remercier, alors toute l'équipe, tous les bénévoles, tous les membres de l'association algérienne, la PAVO, qui est une association historique qui a été créée en 1995. Voilà. Et par le Hajj Yazid. Et il y avait Madani à l'époque déjà. Moi, je les ai rejoints comme secrétaire. خونا ستايفي الله يرحمه كان اسمه ستايفي تريزوري الله يرحمه لا معليش حسين الله يرحمه. Bon, on a mis en sommeil l'association parce que le Hajj Yazid, comme il était le premier président, il a créé l'association musulmane pour qu'on ait le projet de la mosquée Saint-Jean. Il a commencé déjà en 97, 18, etc. Il a dit, pour l'instant, tous ceux qui sont dans l'association algérienne, vous mettez de côté, on va tous aller s'occuper de la mosquée. Vous êtes tous là. Alors après, on reprendra l'association algérienne. On l'a mis en veille. Et la PAVO a été la première à soutenir le projet de mosquée, parce que l'association venait juste de créer, elles n'avaient pas par exemple, la fête des honnêtes et tout. C'est la PAVO qui ouvrait son stand à l'association musulmane, qui faisait, qui était un prête-nom pour l'association. Alhamdoulilah, ça a abouti grâce à l'effort de tout le monde. Et donc, je remercie donc tous les actifs, tous les bénévoles, les amis. Je remercie la mairie de nous avoir aussi donné le feu vert à cette organisation. Monsieur le maire s'excuse, il est en déplacement pour travail, pour la mairie. Donc il a une mission aujourd'hui en Bretagne. Donc il aurait aimé être avec nous, il nous a laissé un message. On remercie la préfecture de nous avoir donné le feu vert. Je remercie aussi monsieur le député qui est représenté par notre cher ami donc, voilà. Donc, Ivan qui est son assistant, qui est son collaborateur. Et donc, la mairie est quand même représentée par beaucoup d'élus. Hein. Donc, Nadia, Brahim et Naïma. Donc, voilà. Mohamed Zawi s'excuse parce qu'il est aussi en déplacement. Donc, Malish. Donc, ce que je voulais dire, c'est comme c'est une première, forcément, c'est modeste, c'est un début. On a perdu cette relation avec l'association algérienne depuis plus de 20 ans. Voilà, on l'a mis en sommeil. Maintenant, il est temps de la reprendre. Et j'en parlais avec les autres frères des autres origines, des autres associations. Les associations africaines, les associations de tout pays, on en a parlé, la SOFA, le réseau des frères maliens, les Caraïbes, tous les autres, c'est-à-dire même s'ils n'ont pas encore d'association, moi je les encourage à créer une association. Ça peut être franco-tunisienne, franco-malienne, franco-marocaine, franco-égyptienne, etc. Et après, faire une union, une fédération de toutes ces associations. C'est-à-dire chacune a le droit de parler de son patrimoine, de sa culture, etc. Comme les Portugais, comme les Italiens. On a un ami italien avec nous, voilà. Les Italiens ont été beaucoup des soutiens de l'indépendance de l'Algérie. Donc, et beaucoup de Français aussi, il ne faut pas le nier. Il y a beaucoup de Français qui ont aidé dans la lutte de libération. Parce que les Algériens étaient présents
aussi, aux côtés de la France, on les appelait à l'époque les Français musulmans. Le langage républicain de l'époque, c'était les Français musulmans. Il y avait une carte d'identité, Français musulmans. Et donc ils ont fait la Première Guerre mondiale, ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale pour libérer la France. Et donc beaucoup de Français, des résistants, sont restés avec l'idée d'aider l'Algérie à obtenir son autodétermination, son indépendance, etc. Et donc, quand la cause algérienne est montée à l'ONU, voilà, fin des années 50, les Américains ont aidé aussi. Kennedy notamment, il a aidé. Et il a tout fait, parce qu'il s'est rendu compte, il a envoyé des émissaires au maquis en Algérie pour vérifier, parce qu'on disait que c'était terroriste, etc. Comment? Il a été vérifié, il a envoyé des émissaires, ils ont dit non, nous on est là pour avoir le droit à l'autodétermination et à notre indépendance. On est un mouvement de résistance, comme la France a eu un mouvement de résistance, etc. Et Kennedy a été convaincu et il a décidé, il était sénateur, pas encore président, il a décidé de soutenir la cause algérienne et tout fait pour la porter à l'ONU. Et comme il fallait donc parler de la cause algérienne, on ne parlait pas beaucoup au niveau international, et bien le FLN, donc la section de l'Europe, elle a demandé aux Algériens de venir manifester pacifiquement pour la journée du 17 octobre. Donc les consignes étaient très claires, très strictes. Même en cas de violence, on n'avait pas le droit de résister. C'est pour ça que beaucoup d'Algériens quand il y a eu les agressions, se sont fait littéralement massacrer. Ils ne se défendaient pas. C'était la consigne. Et donc d'ailleurs, voilà, même les gens du FN fouillaient les gens avant la manifestation. Donc ça s'est passé donc, le 17 octobre. Et dès le début de l'après-midi, alors Maurice Papon, ce nom vous dit quelque chose, il était préfet de Paris, préfet de police de Paris. Et donc lui, il a préparé les choses. Parce qu'en fait, la guerre la guerre qui avait lieu en Algérie, il y avait un mouvement qui s'appelait l'OAS qui a décidé d'importer la guerre en France. D'ailleurs, ils ont même fait un attentat contre De Gaulle. Parce qu'ils ne voulaient pas que ça aille jusqu'au bout, le processus d'autodétermination. Donc ils voulaient importer la guerre ici. Papon, officiellement, c'était le préfet. Mais officieusement, c'était un ancien collaborateur des nazis. Il a organisé les déportations des Juifs de Bordeaux et de toute la région du Sud-Ouest. Les rafles et les déportations. Il a fait un travail mais de collaboration. Mais malgré cela, on a oublié, il avait des complices ou des aides. En tout cas, il est resté caché dans l'administration et voulait continuer ce travail. Donc il a organisé des hommes au sein de la police, mais pas tous les policiers, mais ces hommes à lui, on l'appelait les sbires de Papon. Donc il avait une sorte de milice qui, avec un uniforme, mais travaillait pour ces idées-là, de l'extrême droite, de l'OAS, qui ne voulait pas que les Algériens décident l'autodétermination, tu veux être libre ou pas, etc. Et le combat politique du FLN, c'était pour faire reconnaître la cause algérienne au niveau international. Donc elle a appelé ces mêmes choses pour montrer que la cause algérienne existe, surtout à Paris. Dès le début de l'après-midi, alors il y avait en gros 20 à 30 000 manifestants qui venaient des banlieues de Paris, notamment de Nanterre, les bidonvilles de Nanterre, Gennevilliers, etc. Et dès l'entrée de Paris, notamment Pont de Neuilly, etc., les policiers les attendaient. Il y a eu mobilisation de presque 10 000 policiers. 10 000 policiers face à 20, 25 000 manifestants. Pacifiques, hommes, femmes et enfants. Les gens sont venus avec leur famille. Donc ils n'avaient pas... Voilà. Et donc il y a eu une première brutalité dès le début de l'après-midi, avec des tirs. Il y a eu déjà, à Pont-de-Neuilly, il y a eu déjà 2 qui ont été tués avec les armes. Des tirs, toute la violence de répression. Donc on tabassait,
ont massacré à coups de crosse et ont jeté les gens assommés ou vivants, etc., dans la Seine. Et parfois, les témoignages des historiens le disent. Les journalistes, il y avait des journalistes à l'époque qui ont vécu, qui ont pris des photos. Et donc, on tirait parfois sur les gens qui étaient encore vivants, etc. Et pendant toute l'après-midi, il y a eu, en gros, entre 10 et 11 000 arrestations. 11 000 sur 20-25 000, c'est la moitié des gens étaient arrêtés. Et transférés à Vincennes, la cartoucherie, et au stade Coubertin. Notamment ces deux. Et puis d'autres lieux où ils étaient détenus. Et pendant, pas seulement le 17 octobre, pendant plusieurs jours, il y a eu toutes ces actions de torture, de ce qu'on appelait le comité d'accueil. C'était, quand il y a un arrive, il y a 2-3 qui l'attendent, ils tabassent. Voilà. Donc les gens étaient méconnaissables. Il y a des photos, il y a plein de choses qui ont été notées dans les archives, etc. Mais il y a eu le blackout. Alors les journalistes qui ont vécu, ils voulaient publier ça dans les journaux. Les journaux de l'époque, il n'y a eu que Libération et l'Observateur de France qui ont relaté les événements. Alors qu'il y avait des centaines de témoins. Les autres journaux ont dit on ne peut pas publier. On nous a interdit de publier. Il y avait donc la censure. Voilà. Et on a tout fait pour que ça soit étouffé. Et donc, malgré donc des centaines de témoins, etc. Et donc, il a fallu... Alors, le FLN a publié un recueil avec toutes les photos qu'il avait, quelques mois après, pour témoigner de ce qui s'est passé. Et pendant plusieurs années, c'était le silence, le blackout, et seulement, peut-être dans les années 90, c'est-à-dire le travail de mémoire ne pouvait pas être étouffé. Donc dès les années 90, déjà la marche de l'égalité de 83, Léo Mahmoud. T'as participé? Non, je participe pas. Ouais. Alors, la marche de l'égalité, c'était déjà un travail pour revenir à la mémoire de la colonisation, la relative, etc. Parce que la mémoire, quand on l'étouffe, elle revient. Et donc, il y avait des hommes, notamment un historien courageux, qui a entrepris un travail de recherche de la vérité. Donc, il a fait ses recherches avec les archives et compagnie, et il a accusé non seulement le gouvernement de l'époque, mais Papon notamment, des crimes, etc. Alors Papon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté plainte pour diffamation contre ce journaliste. Je vous dirai le prénom ou le nom de ce journaliste. Donc, Jean-Luc Elodie. Voilà, en 98, donc à la lumière des archives, il a confirmé ces massacres, l'ampleur de ces massacres, etc. Et donc, Papon l'attaque en justice, c'était l'occasion, justement, de porter cette affaire dans les médias et dans l'opinion publique. Eh bien, Jean-Luc Elodie a demandé le témoignage des conservateurs des archives, qui étaient là déjà, en 61. 2 témoins, qui ont conservé toutes les archives de l'époque, et tous les témoignages, etc. Et ils sont venus témoigner, ils ont confirmé la version de l'historien. Et finalement, la justice a tranché parce que Papon a ordonné des sanctions contre ces fonctionnaires, contre ces archivistes. Et heureusement, la justice après, elle a tranché, elle a donné raison à l'historien, elle a condamné Papon. Et par la suite aussi a été condamné dans l'affaire des déportés pour crimes contre l'humanité, etc. Quand il était député. Voilà. Donc, et donc ces archives confirment les types de meurtres, parce qu'il y a eu des meurtres. Les meurtres, je ne vais pas raconter les choses devant les enfants, c'est pas qu'une seule manière, il y avait beaucoup de manières. Et donc, c'était l'esprit de l'OAS au sein d'une partie
de l'administration française qui s'est infiltré. Et beaucoup de policiers étaient choqués et ont voulu témoigner, déjà à l'époque. Mais on les a écartés, on leur a parce qu'ils étaient induits en erreur. On leur a dit c'est des terroristes, ils sont armés, etc. Bon, ils sont allés. Voilà, certains savaient ce qu'ils faisaient, les autres, ils ont suivi la troupe. Mais après, ils ont été choqués, ils ont dénoncé, mais ça a été repris beaucoup par la suite. Voilà, donc la reconnaissance officielle a eu lieu en 1998 par la justice. Et donc ça a été mis en évidence de ces massacres à grande... voilà, je ne vais pas être lent. En définitif, il y a eu près de 11 000 détenus. Ouais. 6 600 qui étaient au Palais des Sports à Vincennes, 2 800 au Stade Coubertin et près de 3 000 répartis dans plusieurs endroits, soit 12 000 hommes. Ouais, plusieurs endroits. Voilà. Et on avait Papan avait la même logique que pendant la Deuxième Guerre mondiale, déportation. Il avait programmé de déporter tous les détenus vers l'Algérie. Et pourquoi il n'a pas pu le faire? Parce que ça coûtait trop cher. Ils avaient commencé à organiser les déportations de tous les détenus, les 12 000. Et après le coup, on lui a dit, bon, c'est pas grave. En conclusion, la trajectoire de Papan, même s'il a été reconnu personnellement responsable, ne doit pas occulter le fait qu'il y a eu aussi une complicité de l'entourage de Papan, parce qu'il a été couvert. Donc il y avait un état d'esprit, une certaine partie de l'administration était dans cet esprit de la France coloniale. Et donc à l'époque, on parlait pas des Français égaux, on parlait des Français musulmans, qui étaient les indigènes, qui étaient, etc. Cet esprit colonial-là était encore en vigueur. Et le but de ces manœuvres, c'était de mettre en échec la démarche de De Gaulle pour aller jusqu'au bout du processus qu'il avait déjà engagé. Il a compris qu'on ne pouvait pas, tous les peuples du monde à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, commencer à avoir leur liberté et autodétermination. Donc il a compris qu'il vaut mieux aller négocier que continuer une guerre absurde, etc. Et donc finalement cet événement-là, eh ben, ça a été un échec pour l'OAS, parce que malheureusement avec beaucoup de victimes, mais la cause algérienne pour la première fois a été connue par le monde entier. Et l'image coloniale de la France, parce qu'elle était ailleurs, l'image coloniale, pas à Paris. Là, on a vu l'image coloniale au cœur de la France, à Paris. Et là, ça a été à la prise de conscience du monde entier que la cause algérienne est une cause pour l'indépendance, l'autodétermination. Et ça a suscité, tout le monde en parlait, au niveau international. Seulement, ici, blackout en France pendant quelques années. Voilà. Les leçons peut-être à retenir pour finir là-dessus. On reviendra peut-être aussi, parce que je vous rappelle que samedi prochain, on a la salle du Canal. On va fêter, enfin on va commémorer 1er novembre 54. Donc la suite d'aujourd'hui, samedi prochain, à partir de 16 h, dans la salle du Canal. Voilà, on va faire un historien, Inch'Allah, quelques témoins qui étaient là à l'époque, et on va discuter, débattre, peut-être une petite projection, on verra. En tout cas, les leçons, c'est que le fascisme a instrumentalisé la République pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il a cherché à s'infiltrer après, et il cherchera toujours à le faire. Donc la leçon, c'est que il ne faut pas oublier. Quand on travaille sur la mémoire, c'est pas juste pour dire victime, machin. Non, c'est pour faire un rappel aux enfants. C'est un rappel pédagogique pour qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs. Parce qu'il y a eu des collaborateurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des collaborateurs pendant ces événements. Tout peut arriver. Donc il faut continuer le travail de pédagogie, de prévention, d'éducation, pour qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'il faut toujours en parler. La mémoire, elle a ce rôle. C'est pas pour dire la concurrence des mémoires, je sais pas quoi.
on trouve toujours des prétextes pour qu'on ne parle pas. En parler, c'est plus sain, parce que ça apaise les choses. Ça crée même de l'amitié et de la fraternité, parce que le peuple français et algérien, ou les autres, voilà, vous avez vu, malgré tout, il y a 30% de familles françaises qui ont des liens avec les familles algériennes. Voilà, donc les gens ne sont pas rancuniers, on n'oublie pas, mais on pardonne, on se pardonne. Et donc le but, c'est de créer un avenir commun. Certains continuent à agir pour saboter les bonnes relations entre l'Algérie et la France, parce que ça ne va pas avec l'idée de la France coloniale. Les idées coloniales ne sont pas mortes. Et encore, je élargis à toute l'Afrique. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on a parlé avec les responsables des associations, la SOFA africaine et tout, que c'est bien qu'elles aient leurs associations, mais qu'en fassent après un travail commun, etc. Et puis, deuxième chose, le travail pendant la Première Guerre mondiale a été commencé pour vacciner contre la collaboration. Ça a été fait par le Conseil national de la résistance. Dans les maquis, ils ont commencé à préparer les choses pour que plus jamais on crée des collaborateurs. Malheureusement, leur travail est toujours d'actualité, il faut le continuer. Parce que on peut pas arrêter, on n'est jamais à l'abri du retour du fascisme. Voilà, barakallahu fikoum. Donc je rappelle, samedi prochain, la salle du Canal, à 16h, Algériens, Italiens, Portugais, les frères africains, les Français, les Franco-Algériens, enfin tous les amis, vous êtes tous invités samedi prochain, Inch'Allah, à 16h, à la salle du Canal, Sainte-Geneviève-des-Bois. Merci vraiment du fond du cœur pour cette présence. Pour une première, c'est une belle réussite. Parce que c'est la première fois qu'on le fait à Sainte-Geneviève-des-Bois. Inch'Allah, on va suivre l'exemple des autres villes, Grigny qui sont avec nous. Rendez-vous à l'année prochaine. Et rendez-vous samedi prochain. Samedi. Samedi prochain. Non, pour le même événement.